Bonus. Trax. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce 6e numéro. Un numéro qui fera suite à notre tout second podcast puisqu'on va revenir sur la série originale des Tortues Ninja et avec le tome 2 des TMT classiques sorti chez iComics le 25 novembre dernier. Un numéro qui est important de par sa tranche qui sera en rouge et non en blanc comme dans sa version VO, mais surtout un numéro qui sera partagé entre des histoires individuelles et un gros arc assez important pour les Tortues Ninja. Et ça, Roméo sera bien là pour nous expliquer pourquoi. On va commencer avec une toute petite partie news. Pourquoi petite ? Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a enregistré notre dernier numéro, mais il y a quelques annonces qui ont été faites du côté de iComics. La première, c'est que la sortie du tome 12 est bien confirmée pour décembre. Mais ça a toujours été prévu. En fait, si je comprends bien, on nous a juste dit que ça restait à la date de sortie initiale, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Ok. Et on a deux autres petites news. La première, c'est que le tome 1 classique, du coup, qui revient sur le tome, enfin, qui est le tome avant celui qu'on va traiter aujourd'hui, sera republié en même temps que le 3, donc d'ici un peu moins d'un an, puisqu'en général, ça sort en octobre, les TMNT Classics. Et on a une petite information qui n'a pas en fait été dévoilée, que Roméo a trouvée en naviguant sur Internet. Est-ce que tu peux nous la dire ? Ça concerne le tome 0. Le tome 0 qui, on sait, Sullivan annonçait qu'il allait être republié, que c'était juste une question de temps. Donc là, il y a une date qui traîne sur le site de iComics au 17 mars 2021. Donc c'est une... on ne va pas la prendre pour acquise. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Mais voilà, donc on sait que ça va être republié. Sullivan l'a encore reconfirmé il y a très peu de temps dans sa vidéo pour les sorties du mois de novembre, je crois. Et il va faire une vidéo au mois de décembre pour parler des Tortues Ninja spécialement. Mais voilà, il y a cette date, on verra bien si ça se confirme ou pas. Mais voilà, potentiellement, save the date du 17 mars. C'est ça, ouais. Après, ça fait partie des deux seules annonces qui sont dans l'onglet apparaître de leur site. Je pense que si c'était une boulette, ils s'en seraient rendus compte probablement assez vite. Et écoutez, on va passer... Ah non, je voulais d'ailleurs dire... un tome qui d'ailleurs, en regardant sur Amazon tout à l'heure, on s'est rendu compte que le tome 0 actuellement est à 185€ en occasion forcément. Donc attendez peut-être le 17 mars avant de craquer pour l'acheter parce que sinon ça risque de vous revenir cher de compléter la série à ce rythme-là. Écoutez, on va passer au cœur du sujet de ce podcast avec ce fameux tome 2 sorti il y a à peu près une semaine chez nous et 2 semaines quand vous écouterez ce podcast. Un numéro qui contient 7 numéros, avec 4 numéros de l'ongoing et 3 micro-séries consacrées à Mikey, Don et Léo, puisqu'on avait traité la micro-série Raphaël dans le premier tome. Et on commence justement avec la micro-série consacrée à Michelangelo, qui sera peut-être la plus gentillette de tout ce tome, puisque c'est globalement un conte de Noël qui nous est raconté à travers ces 40 et quelques pages. Est-ce que l'un de vous veut le présenter, ce Mikey Christmas Special, qui pour moi est un des meilleurs numéros de ce tome, puisque Mikey est forcément mon personnage préféré. Moi, je veux bien le faire, parce qu'on sait que Roméo va avoir un gros moment sur un arc en fin de podcast, qui lui tient particulièrement à cœur. Alors, depuis le début de Tales from the Sewer, on a 2 fils rouges dont on parle à chaque numéro. C'est la tranche rouge des classiques et Northampton. Donc là, on rentre dans le vif du sujet pour les deux.
Voilà, on est bon, ouais. Du coup, on arrive sur ce second tome classique qui s'ouvre sur, comme Manu le disait, la première mini-série sous forme de conte de Noël de Mikey, où en fait on va suivre Mikey qui déambule dans les rues de New York sous une tempête de neige, on va dire, et qui découvre un petit peu les décorations de Noël, le petit passage dans Central Park. Il va trouver les petits enfants qui s'amusent, il va sauver un petit chat qui va trouver un peu qui va se trouver à un nouveau compagnon. Ça va faire un petit team-up tout du long de cet épisode. Et on va voir Mikey vraiment avec sa personnalité plus d'enfant que d'ado, qui va découvrir le magasin de jouets qui est rempli de références. Je pense qu'on s'étendra un peu plus dessus après. Et de par le prisme de cette découverte, il va tomber sur une bande de petites racailles, de petits voyous qui braquent un camion où est stocké tout le stock de jouets qui fait fureur, à savoir les petits personnages de E.T. Et va s'en suivre un petit peu une course-poursuite et de la baston un peu gentillette quand même entre Mikey et cette petite bande de voleurs à la tire là, pour récupérer le camion et les jouets qui sont à l'intérieur, qui sont à destination d'un orphelinat. Et on va suivre donc Mikey dans sa petite aventure. Mikey et Slunk, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Comment il s'appelle en VF ? Je suis désolé, moi je l'ai lu en VO et c'est Clunk. Clunk, pardon. Ah oui, ok. Je croyais qu'ils avaient changé le nom en VF, ce qui aurait été possible. Non, c'est bien Clunk. Ok, ouais, c'est ça, ouais. Et c'est donc globalement la course aux jouets version Tortue Ninja. Exactement. Faite bien avant ce célèbre film chef-d'œuvre d'Arnold Schwarzenegger. Écoute, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce numéro ? À quelque chose près, tu le transposes maintenant entre les gamins qui veulent une PS5 et tu vis la mini-série, là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des braquages de PS5. Il y a eu des braquages de centre FedEx récemment pour voler des PS5. Donc c'est assez... C'est raccord à l'actu, tu vois, c'est un peu Noël. Mais sur ce numéro, moi j'ai plutôt bien aimé. Comme on le disait, c'est une mini-série qui est assez légère, on va dire, parce que vraiment, il y a pas de... Enfin, il y a de la violence, tu vois, mais c'est pas non plus la violence comme on a été habitué sur les premiers tomes. Moi, j'ai adoré toute la partie un peu émerveillement de Mikey, qui découvre vraiment la ville et toute la magie de Noël, quoi. Par contre, le truc qui m'a un petit peu gêné, c'est la partie graphique, c'est la neige en fait par case. Alors peut-être c'est parce que j'étais fatigué, mais du coup je trouve que ça surchargeait un peu le dessin parfois, et j'avais un peu de mal à lire et à apprécier les cases. Mais du coup, ça rend l'effet, tu vois, de tempête de neige vraiment, vraiment importante. Mis à part ça, j'ai adoré toutes les références qu'il y a tout au long de l'épisode. Rien que dans le magasin de jouets, il y a toutes les références à Star Wars, à tout ce que fait Steven Spielberg avec les noms de ses personnages de films. Daredevil aussi, je crois. Oui, à côté oui, du aussi. casque de Dark Vador. Tout à fait. Il y a aussi des références à Gizmo pour les Gremlins. Enfin, il y a tout plein de références et j'ai adoré, moi, chercher tous ces détails-là. Et vraiment, j'ai passé un bon moment sur cette série-là. Voilà, c'était une petite lecture feel good, tu vois. Mis à part, voilà, ce petit défaut, entre guillemets, sur la neige dessin, ouais. qui m'a un petit peu gêné. Voilà. Après, mis à part les passages où il y a de la neige, le reste, c'est vraiment très très cool. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, quoi. Je sais pas, toi, t'en as pensé quoi ? Ou peut-être Roméo ? Bah moi, je veux bien, si vous voulez. Moi, j'adore. Mikey, je vous l'ai déjà dit, c'est ma tortue préférée. C'est, comme toi, sa découverte en fait un peu innocente et sa découverte de magasin de jouets, je relate tout à fait. Je suis franchement, il m'a transporté dans son émerveillement et je trouve que ça marche bien. En plus, ils ont rajouté un chat, donc je suis encore plus conquis. Enfin, pour moi, c'était vraiment... il cochait toutes les cases de ce que j'avais envie de voir dans un numéro de Noël sur Mikey.
Donc j'ai trouvé ça très cool. Et ensuite, ouais, il y a vraiment un côté très enfantin dans l'action avec cette course-poursuite. On a encore une course-poursuite, du coup, on en avait déjà une dans le tome 1, là on en a une autre. Ça me fait quand même marrer parce que il se fout vraiment dans la merde pour pas grand-chose et il en vient à exploser des voitures de flics, ce que je trouve assez drôle. Mais c'est peut-être pas le truc le plus pertinent à faire si on veut éviter les coups de feu. Mais ouais, moi je suis assez fan de cet épisode. J'étais aussi, comme toi, un peu perturbé par la neige parce que c'est vraiment, elle est faite de façon assez appuyée. C'est vraiment des points blancs qui, euh, qui, qui alourdissent la page en fait. Là où, en fait, s'il y avait moins de détails, peut-être que ça passerait mieux et moins de neige dans l'ensemble, ça passerait mieux. Mais après, ouais, sur l'esprit du numéro, moi j'ai été vraiment conquis en fait. Et ça fait partie de mes grands classiques de Tortue Ninja de Noël. Bah, moi déjà pour revenir sur l'aspect graphique, ça me choque pas cette densité. Alors oui, ça fait vraiment dense hein, quand on le voit. C'est sûr qu'après une journée de boulot, à lire, c'est pas des plus simples. Mais c'est ça aussi la richesse des planches de l'époque de Kevin Eastman et Peter Laird. Elles sont représentées par ce style-là. Donc on a le duo shade, on a de nombreux détails. Et bah là-dessus derrière, je te mets des milliers de points sur chaque case, parce que je suppose c'est comme ça qu'ils ont été faits. Hein. Ils ont été rajoutés par-dessus. Je te mets des milliers de points blancs, histoire de bien pourrir tout l'ancrage que j'ai fait pour simuler la neige. Donc c'est assez représentatif pour moi de du travail qu'il faisait. Bon après pour l'histoire, ouais c'est gentil, c'est mignon, ça fait du bien. C'est une petite histoire feel good Noël avec des références aux flics des Beverly Hills avec la quand Mikey s'accroche au derrière du camion. C'est voilà, ils se sont fait plaisir, ils ont mis plein de références. On a une petite histoire qui tient la route. Hein. C'est sûr que c'est pas la course de voiture qu'on a dans les premiers numéros, qu'on a dans le dans le premier classique. Mais voilà, on a toujours, voilà, ils aiment les voitures, ils aiment les courses poursuites, ils arrivent à en mettre un petit peu. Donc il y a vraiment tous les éléments, Tortue Ninja, et puis t'as le chat qui apparaît là et qui restera, hein, qu'on reverra, qu'on Ouais. verra plus tard. Donc ouais, il y a tous les petits éléments. Donc un numéro de Noël, ça tombe bien dans le tome 12 d'IDW qui sort chez iComics. Il y aura aussi un épisode de Noël. Donc voilà, c'est une petite tradition qu'il y a chez les Tortues Ninja avec quelques numéros assez sympathiques sur Noël. Et ça, c'était donc le premier et ça datait déjà de 1985. Mm. Mais je t'avoue que Mikey qui découvre la luge ou Mikey dans le magasin de jouets qui joue avec les jouets et s'imagine en plein combat ou des trucs comme ça, franchement, moi, ça me fait fondre. J'adore. Puis ils donnent le Avec... smile. Ils ont pas leur visage très sombre et sérieux dont on a l'habitude de voir hein, en plein combat, en préparation. Là, ils sont souriants. Voilà, ils sont vraiment souriants. Donc c'est un petit épisode Noël feel good et bah, qui fonctionne très bien. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, Fab, dessus ou pas? Non, non, du tout. Moi, voilà, comme vous, c'est vraiment la lecture qui fait plaisir. Tu commences le tome comme ça te met dans un bon mood pour lire la suite du tome, en fait, je trouve. Ouais. Et ben écoutez, on va continuer avec un deuxième numéro qui est encore un stand-alone qui sera le numéro 8 de le Ongoing cette fois, qui est un crossover avec Cerebus. Est-ce que quelqu'un veut parler de Cerebus? Moi je ne connais pas beaucoup, enfin je connais pas vraiment, du coup je l'ai lu un peu comme un one-shot sans connaître le personnage. Est-ce que quelqu'un maîtrise un peu le sujet? Alors moi je connais Cerebus de nom, c'est tout. Je n'ai jamais lu plus que ça du Dave Sim. Je savais que c'était un crossover et que les Kevin Eastman surtout ou Peter Laird, je sais plus un des deux, était vraiment fan de Cerebus et de Dave Sim puisque c'est également un comics auto-édité, totalement indépendant. Après j'en ai jamais réellement lu, non.
C'est pas une lecture qui m'intéresse aujourd'hui, même si je suis sûr qu'il y a des choses très intéressantes dedans. Voilà, s'attaquer à ce monument-là, c'est un peu rude. Puis Dave Sim ne semble pas quelqu'un de très très recommandable aujourd'hui, semblerait. Ok, là, j'ai pas l'histoire, mais je te fais confiance J'ai pas là-dessus. toutes les histoires, mais voilà, c'est... Ok, Ça ne nous regarde pas. Et ben on passe du coup sur ce numéro qui va nous introduire le concept de voyage temporel au sein de l'univers des Tortues Ninja, qui est quelque chose qui va se retrouver régulièrement à travers les différentes itérations des Tortues et qui plaît beaucoup à Eastman et Laird. On parlait d'ailleurs dans notre numéro 5 du côté fan de SF qu'on voyait à travers les neutrinos. Ici, c'est un autre exemple avec du coup une notion de voyage temporel et cette société de on ne sait trop où qui a le pouvoir de voyager dans le temps. Quelqu'un veut présenter le numéro ou pas? Du coup, en fait, dans ce numéro-là, donc c'est un crossover avec Cerebus, comme on le disait. Et c'est un numéro qui introduit donc le voyage dans le temps par le biais de Renette, de la princesse Renette en fait, qui est, ouais, je sais pas, une espèce de mage gardienne dans un temple, enfin apprentie mage gardienne dans un temple, Ouais, c'est une prêtresse, c'est pas une une princesse. prêtresse, voilà, pardon. Et qui en fait est le disciple d'un prêtre, la disciple d'un prêtre qui veut à tout prix, enfin qui en a marre un peu de se faire malmener et d'être la gentille petite prêtresse obéissante, et qui décide de voler le spectre temporel pour faire ce qu'elle a envie. Donc on la voit sur les premières pages s'imaginer un petit peu une fausse excuse pour aller prendre ce spectre. Et quand ce sceptre, pardon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et du coup, quand elle met la main sur ce sceptre, le prêtre rentre, et à ce moment-là, la première chose qui lui passe par la tête, c'est de s'échapper en demandant l'aide à ce sceptre. Et elle va donc se retrouver téléportée dans l'endroit qui lui donne le plus envie, c'est-à-dire New York en 1986, si je dis pas de bêtises. Et ouais, c'est ça. c'est ça, 1986, oui. Et meilleure du année coup, en même temps. elle va se retrouver face à face, en fait, avec les tortues, et ça va être la première rencontre donc, des tortues et de Renette. De là, va s'en suivre une sorte de petite altercation qui va effrayer la prêtresse, qui va à nouveau s'échapper, et encore faire un bond en emportant avec elle les 4 tortues qui vont débarquer dans une espèce d'espace-temps plutôt moyenâgeux, ouais, je vais dire plutôt moyenâgeux, un peu fantaisiste. Un peu fantasy, voilà, et qui vont se retrouver dans un team-up avec Cerebus pour justement aller affronter le big boss de cette de ce numéro, quoi. Ouais. Et récupérer le spectre. Le sceptre. Ouais, moi cet épisode, alors déjà, tu l'as présenté de façon poétiquement correcte. C'est juste un peu une branleuse qui a envie d'aller s'amuser à travers le temps. Au final, en gros, c'est une étudiante qui en a marre des études et qui veut aller faire la fête, quoi. Moi, je suis un peu, je suis un peu perplexe devant les histoires avec Renette parce que déjà, je suis toujours un peu déçu quand je vois du voyage dans le temps qui est pas vraiment exploré. Et là, c'est vraiment, dans les Tortues Ninja en général, c'est vraiment hip-hop dans une époque, mais il se perturbe pas trop avec tout ce que peut impliquer le voyage dans le temps. Sauf quand il ramène un dinosaure dans le présent, mais ça c'est cool. Oui. Et pour moi, c'est le numéro le plus faible de l'ensemble en fait, parce que je trouve que du coup, ça fait dater. C'est un peu Doctor Who. Hein, t'as un peu l'impression de regarder un crossover entre Doctor Who et du coup, c'est Time Lord et les Tortues Ninja. Et du coup, bah, c'est kitsch. Et ça, c'est ce qui vieillit pas le mieux en fait au sein de l'univers des Tortues Ninja.
Mais après, c'est sympa, c'est juste que je pense que j'y perds peut-être à ne pas connaître Cerebus. Je sais pas si vous avez ressenti ça, mais j'avais l'impression qu'il fallait quand même, faut quand même un peu connaître pour apprécier cette intrigue moyenâgeuse. Je trouve que c'est un petit peu, voilà, un petit peu fait à la va-vite et que il me manque des choses pour vraiment me marrer. Mais après, ça reste un bon numéro, mais moi je trouve faiblard par rapport au reste de ce tome personnellement. Ouais, globalement le même avis, hein. C'est pas mon histoire préférée, c'est une histoire importante, hein, pour le côté crossover et donc le voyage dans le temps. Parce que voilà, comme tu dis, c'est un élément important de SF, le voyage dans le temps, un élément cher à Kevin Eastman et Peter Laird. Et Roned finalement reviendra assez régulièrement. Mais globalement, ces autres interventions seront un peu similaires. C'est une gaffeuse maladroite et ce qu'elle fait, ça part tout de suite en bordel et derrière, ça donne toujours des aventures rarement intéressantes. C'est grand guignolesque, quoi. Et finalement, ça pose les bases de tout ce que sera Ronette et le voyage dans le temps en grande partie chez les Tortues Ninja. Bon, pas tout le voyage dans le temps parce que bon, on y reviendra. Mhm. Notamment avec le Turtles in Time d'IDW un jour. Mais ouais, je crois que Bebop et Rocksteady, une des mini-séries, c'est Renette qui est en jeu. Ouais. Hein. C'est la Voilà. première fois qu'on la voit chez IDW d'ailleurs, je crois. C'est la première fois qu'on la voit. Il me Ok. semble, Ouais, dans j'ai plus Bebop aussi. de. Alors là, j'ai plus l'historique en tête. Mais ouais, c'est une lecture. Voilà, on comprend l'importance, mais pareil, je passe à côté. Je passe sûrement à côté des éléments de Cerebus. En fait, Ouais, ça me perturbe un peu dans la façon. C'est vraiment à l'ancienne dans le moteur d'intrigue, c'est-à-dire que elle arrive vraiment. Elle choisit une période, c'est exactement celle-là. Elle arrive devant les Tortues Ninja qui sont les êtres les plus incroyables de toute la Terre à cette époque, tu vois, et de tout New York. Elle arrive pile devant eux. Derrière, ça part sur une aventure où on va, comme par hasard, tomber à un endroit où, dans le plot twist, c'est un personnage lié à son maître, justement. Après, ouais, je comprends l'idée, le style. J'ai souvent tendance à bien me replonger dans un style de comics de l'époque parce qu'on a l'habitude de lire des vieux comics qui sont plus forcément dans le style narratif d'aujourd'hui. Sauf que, je sais pas, je trouve que ça colle moins avec ce que j'ai pu lire avant des Tortues Ninja et ce que je lis après. Je trouve toujours un peu à part ces histoires avec Renette. Après, je me marre beaucoup. Ça me fait beaucoup marrer quand elle est bourrée. Mais voilà, c'est presque tout ce que je retire de cet épisode, quoi. Mais après, moi déjà, j'étais super content quand j'ai ouvert et que la première page, on voit Renette. En fait, moi, l'approche que j'ai de Renette, c'est les épisodes de la série Nickelodeon de la saison 3, 19 et 20, Mhm. où Renette apparaît pour la première fois dans la série. Et en fait, j'ai adoré ces épisodes parce que je les trouve super bien fichus. Et on a vraiment l'épisode du Turtle in Time qui tient la route. Et derrière, on a toujours avec Renette, parce que elle a encore foutu le bordel. Ils se retrouvent séparés et on a un autre épisode qui tourne autour de la légende des yokai et qui donne une autre dimension aux Tortues Ninja. Du coup, quand moi j'ai pris ça, quand j'ai pris le tome classique, quand j'ai vu Renette, je me suis dit, ah, c'est cool. Euh, je vais voir vraiment, tu vois, l'origine de Renette et je vais en tirer quelque chose de vraiment intéressant pour la suite. Et en fait, très vite, je trouve que dans ce numéro, l'histoire, elle donne la part belle à Cerebus. Et en fait, je trouve que c'est plus une histoire Cerebus et les Tortues Ninja que les Tortues Ninja en mode crossover. Et il y a plein de Mhm. choses qui me gênent dans tout ce qui est la trame autour de Cerebus parce que en fait, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il fait. À la fin, on y donne ce qu'il voulait, mais on t'a pas dit ni pourquoi ni comment. Et voilà. Donc globalement, comme vous, c'est une histoire qui est chouette à lire parce que voilà, on voit Renette, on voit le voyage dans le temps. Il y a quelques trucs qui font un petit peu sourire, et voilà. Mais Mhm. c'est vraiment pas l'épisode que je recommanderais, quoi. C'est bien, il est là, mais voilà, sans plus. je crois qu'il y a Renette qui est
dans un Tales of TMNT où c'est des histoires plus intéressantes. Hein. Ouais. Mais si vous Ouais. avez l'occasion, moi je vous invite à regarder les épisodes de Nickelodeon là avec Renette. Ils sont vraiment cool. C'est la saison 5. 3, je C'est crois. dans la saison 3. La 5, c'est la dernière, non? Ouais, mais il me semblait que c'était dans la partie Tales of TMNT. Donc la Ah, saison 5. y en a aussi, hein. Ok, je m'en souviens plus alors. Ah, moi, pour tout vous dire, j'avais arrêté de regarder à la saison 2, donc faut que je reprenne et que je regarde tout. Du coup, je suis Oui. pas arrivé là, quoi. Mais c'est de toute façon sur ma liste. Et tout comme les Rising. C'est comment? C'est Rising of the Teenage Mutant Rise. Ninja. Rise Rise, of. ok, ouais. Je l'ai quelque part sur un coin de ma télé et c'est prêt à partir. Et ça part après les Animaniacs. Donc c'est très bientôt. Ok, et ben écoutez, on va enchaîner avec un numéro qui, je pense, ralliera un peu plus les troupes. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est un numéro coup de cœur. C'est une autre micro-série, puisqu'on alterne pas mal les micro-séries et les numéros ongoing au sein de ce tome. C'est la micro-série consacrée à Donatello. Et là, je vais laisser Roméo nous faire la présentation. Oh non, pour Donatello, faut laisser Fab. Mais je t'en prie, ah, vas-y, moi, je serai pas super objectif là-dessus. Hein. Bon, évidemment, c'est coup de cœur parce que bah, déjà c'est Dawn et que Dawn c'est la meilleure tortue. Non, Même c'est si. Mikey. Non, on va pas se battre ici, voyons. Du coup. Faut trouver quelqu'un faut qu'on trouve un quatrième membre pour qui c'est Raph, histoire d'être occupé. Et du coup, pour revenir à cette micro-série, on a donc. On va suivre en fait une petite aventure de Dawn qui est aussi un hommage à tout ce qui a lancé les Tortues Ninja, quoi, le point commun entre Laird et Eastman, à savoir Jack Kirby. Et simplement, on va avoir Dawn qui est dans l'appart de Donnie et qui va en avoir ras-le-bol de servir un petit peu d'homme à tout faire auprès de ses frères et tout. Et qui, sur un coup de tête, va partir pour réparer quelque chose à la cave. Et déjà, Refaire dès l'eau le chaude. début... Ouais, voilà, l'eau chaude. Et déjà, dès le début, on a appris qu'il nous laisse penser... Enfin, que c'est juste un petit clin d'œil en nous disant... T'inquiète pas du mec chelou qui est en bas à la cave, c'est Fais attention de pas Kirby. te faire voir. Ouais, c'est ça. Donc, fais pas, te fais pas voir, il y a Kirby en bas. Alors tu te dis, ah, c'est cool, le petit clin d'œil. Et en fait, il s'avère que quand Donnie arrive, il y a une espèce de bête ouais, fantastique qui va lui sauter au visage. Et à partir de là, il va se retrouver nez à nez avec cette bête, hein. Il va continuer et arriver jusqu'au moment où il va rencontrer ben, Kirby, qui n'est d'autre que Jack Kirby en fait. Et partant de là, par on va dire un petit peu de fantasy, fantastique, un peu de magie, il s'avère que Jack Kirby a récupéré un cristal qui permet de donner vie à ses créations de dessin. Et on va suivre une petite aventure où Donnie et Jack vont passer à travers un miroir que Jack a créé et vont se retrouver avec toutes les créations, tous les dessins que Jack a fait, qui n'existaient plus dans le monde réel, mais qui existent dans ce monde miroir. Et c'est une mini-série trop cool. C'est ça. Alors, je sais pas s'il est officiellement nommé Jack, hein, il l'appelle Kirby tout Non, le c'est temps. Kirby. Hein. Ouais, il a C'est pas juste la Jack tête de Kirby. Jack Kirby et la posture de Jack Kirby, et c'est clairement Jack Kirby. Et Mais il est juste... il dessine des créatures Jack Kirby, il fait des Kirby Dots. Et je crois, ouais, il me semble que c'est dans les notes que j'ai lu Jack le King Kirby qu'il en parle. C'est pour ça que je disais Jack. Il est basé sur Jack Kirby. Bon, ça, nous, on l'avait reconnu. Mais il s'appelle pas. Je crois pas qu'il soit appelé Jack Kirby. Hein. Non, Voilà, il l'appelle Kirby. Non, il l'appelle Kirby tout du long. Roméo, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce numéro? Oh, bah, donc voilà, comme toutes les micros, hein, une histoire autocontenue. Bon, on nous introduit un personnage en le faisant disparaître pour être sûr de pas le réutiliser dans le futur aussi. Hein. Ouais, bah, petite histoire sympathique, très méta.
et on voit encore des éléments qui vont être réutilisés dans le futur, notamment chez IDW avec le gantelet. Le gant gravitationnel. Voilà. Pareil, la gravitation, c'est un élément cher à la SF. Donc ouais, petite série sympathique, très méta, très... voilà, ils ont voulu se faire plaisir aussi sur un numéro, on le sent, et c'est ça aussi qui fait plaisir à lire. C'est que tu sens vraiment qu'ils kiffent ce qu'ils font, ils écrivent, ils dessinent des histoires qui leur font plaisir. C'est pas du works for hire, hein, c'est eux qui doivent, c'est vraiment eux qui sont seuls maîtres à bord. Et en fait, on sent qu'ils se font plaisir. Et ils racontent des choses qu'ils ont envie de raconter avant tout. Et donc, à partir de là, hein, c'est beaucoup plus facile de faire des histoires intéressantes. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup cette micro-série. Déjà parce que elle amène beaucoup plus d'action par rapport aux 2 numéros d'avant et que, enfin, un autre type d'action, mais j'aime beaucoup l'action qui est décrite dans ce numéro contre ces créatures fantastiques. J'aime beaucoup l'hommage à Jack Kirby et en fait, je trouve que là où j'étais un peu plus perplexe sur Renette et la façon de l'amener, on a le même genre de totale suspension d'incrédulité dans ce numéro, sauf que ça marche dans le contexte où c'est mis. Et assez rapidement, on fout sous le tapis le problème de faut pas que Donnie soit vu parce que faut pas qu'un être humain le rencontre, quoi. Au final, tout le monde s'en fout. Kirby, quand il le rencontre, il pense que c'est un alien qui est venu récupérer son cristal, et du coup, on a un Deus Ex Machina de toute l'intrigue, c'est parce qu'il a un cristal magique qui permet de donner vie à ses dessins. Le fait que la moitié du numéro soit centré sur Kirby qui doit faire des dessins pour les sortir de différentes intrigues, je trouve ça cool. Franchement, j'ai vraiment un bon affect pour ce numéro et alors je sais pas comment c'est traduit d'ailleurs la toute fin, la note qui est donnée par Kirby à Don quand il retraverse le portail. Mais je trouve que elle vient poser vraiment ce sentiment doux amer à la fin de ce numéro où on a rencontré un personnage qui est hyper cool, qui est hyper sympa. Et au final, il est perdu, quoi. Je sais qu'en anglais, c'est Life at best is bittersweet, ce qui revient au mieux, la vie est douce amère. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est la vie est au mieux douce amère. Ouais, je trouve qu'il y a il y a presque un dialogue méta des auteurs à travers ça et qui nous disent que à travers leur art ils essayent d'alléger la peine que la vie peut amener. Franchement, j'aime vraiment ce numéro au milieu de tout ça. Je trouve que dans les 4 numéros qui seront hors de l'arc de fin, mon préféré ça reste Michelangelo, mais celui-là après il a vraiment une vraie bonne saveur. On passe du coup à un numéro, on revient à l'ongoing avec le numéro 9, un numéro qui va introduire un vrai concept métaphysique au sein de la série, ce qui n'était pas forcément le cas, ou en tout cas mystique, ce qui n'était pas forcément le cas sur les numéros précédents, qui du coup est plus dans la lignée de ce qu'on peut connaître actuellement sur l'ongoing, avec un vrai mélange d'origine à la fois scientifique et métaphysique. Un numéro qui va se centrer un peu plus sur Splinter et du coup une quête astrale d'un personnage qui vient rencontrer Splinter pour accomplir une dernière action avant sa fin. Roméo, tu nous le présentes ? Oui, si tu veux. C'est Splinter en pleine méditation, qui crée un lien avec un personnage au Japon, qui se lance dans une quête avec ses fils, donc avec les Tortues Ninja, une quête pour guider une famille, un fils qui est le fils d'un baron du crime, mais lui ne veut pas reprendre les affaires de son père, il veut suivre son propre chemin, et donc le grand-père qui est encore au Japon, donc qui se lie sur un plan métaphysique avec Splinter, l'envoie dans la quête où il change de corps. Bon, c'est un one shot qui aurait pu être une micro-série Splinter. D'ailleurs, clairement. Ils en parlent dans leurs notes. Hein. Là, on
retrouve vraiment une série, enfin un côté sombre, un côté vraiment grim and gritty, avec tout le côté de la pègre et les assassins qui ont un contrat pour tuer quelqu'un. On est vraiment, on retombe dans un côté très sombre qui nous avait été présenté dès les premiers numéros, après des numéros un peu plus légers, après un crossover, après les micro-séries, l'épisode de Noël, le côté méta de Dawn. Voilà, là on a un retour à la réalité, un retour urbain assez violent, nécessaire pour la suite des aventures, pour nous rappeler que les Tortues Ninja est une série urbaine punk et indé. Mais voilà, c'est pareil, c'est pas mon histoire préférée. Elle a pris de l'âge quand même aussi dans la manière dont c'est écrit. Tout n'a pas très bien vieilli. Des moments ça passe bien, des moments un peu moins. Voilà. C'est marrant que tu dises que ça aurait pu être une micro-série Splinter, parce qu'on aurait aussi le même sentiment sur le numéro 11 qui aurait pu être une micro-série April. Et il y a vraiment, moi j'ai vraiment ressenti sur tout ce tome un shift dans la façon de procéder de Eastman et Laird à vouloir développer tous les personnages en parallèle, tous les personnages introduits dans le tome 1. Et à la rigueur, le moins développé, ça reste Kazé pour l'instant. Mais il y a vraiment un cœur de personnages qui a été développé sur lequel on a mis le focus les uns après les autres, probablement pour donner plus de corps à la fin de ce tome d'ailleurs. C'est d'ailleurs le premier numéro où ce n'est pas que Kevin Eastman et Peter Laird qui écrivent et dessinent. Là, c'est Michael Dooney qui fait tous les crayonnés. C'est ça, ouais. Donc voilà, c'est pour leur ouverture aussi à d'autres sur la licence, puisque là, ça y est, la licence maintenant, ce n'est plus qu'un comics indé. Il gère autre chose avec les dessins animés qui se met en branle, avec plein de choses autour des Tortues Ninja. Le film qui était paru, non, aussi ou non, qui était en cours encore. Non, pas encore. Pas encore. Non, on est encore en 87 là. Non, 86 pardon. 86. On est toujours en 86. Oui, non. Ouais, c'est pas encore vu que la micro-série Leonardo c'est décembre 86 pour clôturer la meilleure année. Donc ça commence à devenir une licence. Donc Kevin Eastman et Peter Laird ont d'autres responsabilités, ont d'autres choses à faire, et donc ils doivent ouvrir un peu à d'autres, et donc là à certains de leurs amis qui ont rejoint Mirage Studio et qui publient, dont Michael Dooney. Mais du coup, sur ce numéro, comme vous le dites, ça aurait pu être une mini-série. Ça permet aussi de développer, comme tu le disais Manu, un peu le background de chaque personnage, de leur donner vraiment un corps et une vraie personnalité plus poussée. Et en fait, le fait qu'il y ait de nouveaux arrivés sur le titre, donc là on parle de Michael Dooney pour ce numéro-là, en fait je trouve que on a le sentiment sur cette lecture que Eastman et Laird, ils se disent voilà. Après c'est moi peut-être qui extrapole, mais moi la lecture je l'ai vue comme ça, ils se sont dit bon là on a une série qui au début on savait pas trop combien de numéros on allait faire ou quoi, là on a donné du contenu et une âme à ces personnages. À partir de maintenant, on va vraiment écrire quelque chose pour raconter une histoire sur entre guillemets du moyen long terme. Et je trouve qu'à l'écriture, ça se ressent parce que les personnages secondaires sont assez travaillés. Là où Splinter était juste un maître, on se rend compte qu'il est un peu plus que ça. On va d'autant plus le voir sur les prochains numéros avec le gros arc qui arrive. Et j'ai trouvé que cette mini-là marquait vraiment un retour à ce qui était l'âme du TMNT, des TMNT originaux qu'on avait lu dans le TMNT Classics 1, avec tout ce qui était la violence, tout ce qui est rapproché de près ou de loin au ninja, au code. Tout ça, on le retrouve là, et c'est un peu comme un nouveau point de départ, en fait, j'ai trouvé
ce premier numéro. Et moi, ça m'a fait, voilà, genre, à partir de là, tac, on repart sur quelque chose qui va s'annoncer grand. Je l'ai relu et je l'ai ressenti comme ça, en fait. Ouais, moi, c'est un épisode que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le fait que. Alors, c'est peut-être parce que je l'ai lu après avoir lu les comics IDW et que si je l'avais lu à l'époque, il serait peut-être pas sorti pareil, mais avoir ce côté mystique au sein de l'épisode, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Encore des beaux combats, j'ai trouvé ça cool. J'ai bien aimé le parti pris de Dooney d'avoir des cases plus claires, mais pas mal de beaux combats. Euh, il y a quelque chose qui m'a laissé un peu sur le cul et du coup je l'ai revu après. J'ai vu qu'il le commentait direct dans les annotations d'après. Si vous avez vu, la page s'ouvre, enfin le numéro s'ouvre sur Peter, enfin sur Eastman and Laird's Pre-Teenage Mutant Ninja Turtles et pas Teenage Mutant Ninja Turtles. Et il nous explique après qu'il voulait il voulait revenir sur des origines préadolescentes, puisqu'ils avaient directement passé sur le fait qu'ils étaient adolescents dans la série originale. Donc j'ai le sentiment qu'il y avait la volonté au début de raconter quelque chose qui se passait dans le passé plutôt, mais au final dans l'histoire on le ressent pas vraiment et j'étais un peu perplexe. Je me suis demandé si c'était quelque chose qu'ils avaient abandonné et du coup qui était resté sur les pages, ou si c'est moi qui suis passé à côté de quelque chose et que c'était censé être une histoire qui se passait dans le passé. J'étais assez perplexe là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, sans les notes, c'est vrai qu'on peut passer à côté, quoi. Parce que bon, c'est dans le titre, le Pre-Teenage Mutant Ninja Turtle, mais sinon, y a rien qui l'indique réellement, voilà, qu'ils sont en apprentissage, qu'ils sont bon, un peu leur attitude au début, mais c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça, il y a les premières pages où ils s'entraînent à différentes armes, à différents arts martiaux, mais éventuellement ça pourrait être une page de n'importe quelle période en fait, puisqu'ils C'est ça. s'entraînent globalement Oui, tout le oui. temps. Mais il y a quand même quelques petits détails tout au long de l'histoire, maintenant que tu le dis. Moi, j'avoue que j'avais pas du tout prêté attention à ça, que ça pouvait être une histoire un petit peu dans le passé. Mais en fait, si on regarde, elles n'ont pas des bandeaux juste autour des yeux, c'est vraiment un bandeau tout autour de la tête. Toutes les tortues ont le même. Ouais, ouais, c'est vrai. Et Ouais. en fait, euh, elles n'ont pas leurs armes définitives. C'est du bois pour Raph. Bon, Don, c'est le beau, donc évidemment. Mais Mikey a passé Nunchaku, donc tu sens qu'il n'a pas encore eu l'autorisation et le moment de l'intronisation. Et en fait, ouais, maintenant que tu le dis, ouais, ça pourrait être une sorte de flashback qui a amené à... Voilà, ça aurait pu peut-être être une porte Mm. de secours, tu vois, enfin pas de secours, mais une porte ouverte pour que Kevin Eastman et Peter Lord jouent et leur petit bac à sable, tu vois, en mode... voilà, on a raconté l'histoire des tortues ados, mais avant, elles ont eu d'autres aventures. Bah, moi ce que j'en ai compris c'est que la volonté c'était vraiment de laisser d'autres auteurs justement travailler sur raconter ce qui s'est passé avant pendant que eux préparaient ce qui se passait dans le présent et le futur de la série. Et j'ai juste l'impression que c'était un bordel éditorial à l'époque et qu'au final l'idée a été abandonnée et se transformer, enfin ça s'est intégré parfaitement dans l'ongoing. Mais ouais, ça m'a laissé perplexe. Du coup, ça me rappelle ce dont on parlait sur le tome 1 de pistes qui ont pu être lancées au cours du tome 1 qui n'ont jamais été reprises. Avec fameux mec qui regardait à travers la fenêtre, qui les observait et qu'on revoit jamais à aucun moment, par exemple. Mais ouais, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, après, on n'est plus à la même époque, on est sur un studio indépendant, forcément c'est le bordel. Mais il y avait vraiment ce sentiment, en plus, dans la façon dont on se présentait, c'est le Eastman and Laird's Teenage Mutant Ninja Turtles, comme si c'était vraiment... ils ont franchisé le truc, et il y a d'autres gens qui partent de là-dessus, alors que dans les autres numéros, c'est juste Teenage Mutant Ninja Turtles, et puis c'est parti, quoi. On arrive du coup dans un triptyque qui va marquer la fin de ce tome, et qui là va constituer une seule histoire alors qu'il est lancé par une micro-série, et la micro-série sur Leonardo, qui montre bien là un vrai emmêlement entre les micro-séries et le reste de l'ongoing. Hein. Là, c'est clairement pas à lire de façon indépendante. Du coup, on part sur cette micro-série Leonardo. Est-ce que tu te lances, Fab, ou est-ce que je laisse parler Roméo? Ah, on va laisser parler Roméo. Là, ça va être Vas-y. difficile de faire mieux que lui.
En plus, c'est un grand classique, donc. Alors donc là on va partir sur une triptyque qui est pour moi la quintessence du travail de Eastman et Laird ensemble, l'aboutissement de 2 années de collaboration complète à créer leur bébé, à lui apprendre. Voilà, c'est un peu, c'est le bébé, il prend son envol. Ils lui ont appris à marcher pendant 2 ans, hein, avec les premiers numéros, avec la SF, avec les micro-séries. Et puis là, on a la triptyque Leonardo, micro-séries et TMNT 10 et 11, qui marquera également la fin d'une ère, puisque c'était la fin des très bonnes relations entre Eastman et Laird, même s'ils ont continué de travailler ensemble. Ils se sont un peu écartés et c'était vraiment leur dernier travail ensemble pour le coup. Donc on commence par la micro-série Leonardo, What Goes Around Comes Around, qui a été publiée en décembre 86, où quand on la prend, on remarque immédiatement un découpage très singulier, avec la planche qui est séparée à peu près aux 3/4. Il y a les 3/4 haut où on suit Leonardo, et une case sur le quart bas où on suit les autres tortues en train de préparer Noël. Donc on retourne sur une histoire de Noël, comme pour Mikey, assez légère, où on a vraiment des tortues et April qui préparent le sapin, qui préparent le dîner, qui racontent des blagues. Et sur les 3/4 pages du haut, les 3/4 de la page, Leonardo qui se bat dans un silence étouffant contre des Foot Clan, contre des membres du Foot Clan, de très nombreux ennemis qui arrivent. Il s'en débarrasse avec difficulté. Vraiment sur tout le single, on a Leonardo contre le reste du monde, sans parole, où on a les armes qui traversent les cases et l'espace. C'est les seuls bruits que l'on a, c'est justement ces armes avec un wish écrit, le bruit de Leonardo qui tombe dans la neige, les ennemis qui arrivent sans cesse, Leonardo qui est blessé, qui subit à force, et à la fin qui fait face à un nouvel ennemi, qui fait face au Shredder. Donc on est sur le retour de Shredder. Et Leonardo qui est balancé par la fenêtre et qui atterrit dans le salon, et qui, dans ses seuls mots du tout le numéro, c'est He's back, ce Shredder, avec un to be continued in TMNT 10 à la fin. Voilà, grosso modo, la micro-série Leonardo. Donc, je sais pas si on va prendre chaque single un par un, ou on va prendre la globalité à la fin. Non, on va faire un par un, je pense. Un par un. Ouais. Donc voilà, en termes graphiques, je pense que c'est mes scènes d'action et de combat préférées, avec ce qui va suivre, hein, dans le 10. On a vraiment deux artistes qui ont atteint une certaine maturité sur leur série, sur leur dessin, qui ont beaucoup plus confiance dans ce qu'ils font. Ils sont plus, voilà, ça fait 2 ans, donc si on en est au 8, ils ont dessiné une dizaine de numéros avec les micros. Et maintenant c'est devenu leur vrai métier. Ils sont devenus professionnels, et on sait que ce genre de choses, l'art et le dessin, ça vient avec l'expérience. On s'améliore vraiment en le pratiquant. Et sur ce numéro, on a passé un niveau vraiment de storytelling que j'ai toujours trouvé impressionnant, mais on est vraiment d'une fluidité dans le combat, un combat sans parole, sans rien, mais voilà, tout se suit. Et à côté, on a ce contraste avec cette case du bas très légère, un dessin qui est très léger aussi, beaucoup moins ancré. Donc une construction de ces pages et de tout le numéro qui est absolument génial pour moi.
Ouais, bah moi, je t'avoue que c'est une branlée ce numéro pour moi. Ça fonctionne parfaitement dans la double narration. Ce que je trouve assez fort, c'est qu'en fait, on suit cette double narration en ayant vraiment ce côté Léo qui combat et en dessous une histoire plus légère où il se demande ce que fout Léo. Et, en fait, ça te donne sur le début le sentiment que tout le monde vit sa vie, tout le monde a sa tâche. Et que personne ne se rend compte que Léo est en train de se battre et qu'à un moment on va le voir arriver dans le numéro comme si de rien n'était à la fin et puis ils vont lui demander ce qu'il foutait et puis limite il donnerait jamais la réponse. Et progressivement, il y a un premier moment où d'un seul coup il se retrouve, il n'y a plus personne face à lui. On a ce sentiment qu'on arrive à ce moment où il a gagné et où il va rentrer. Et là, il y a une seconde attaque et après, il y en a une troisième. Et en fait, la gravité de la situation monte progressivement jusqu'au moment où tu vois la petite ombre, enfin la petite silhouette de Shredder au loin. Et là, tu fais oh putain. Sachant qu'en fait, il faut en plus le remettre dans son contexte de l'époque, c'est qu'on n'avait pas 30 ans de Tortue Ninja derrière nous où on sait que Shredder c'est la grosse menace. À l'époque, Shredder il était mort dans le numéro 1 et puis on l'avait jamais revu depuis, quoi. Il y avait jamais eu de raison de le faire revenir en fait. Et là moi, enfin, quand tu lis ça avec ton passif de Tortue Ninja et que tu le remets à l'époque, ouais, je t'avoue que ça fait. Ce numéro met la grosse branlée. Alors, graphiquement, c'est le numéro 10 pour moi le plus fort, parce que le combat dont on parlera tout à l'heure et la splash page avec Shredder et ensuite la full figure sont assez incroyables d'un point de vue graphique. Mais dans la tension, ce numéro est ultra fou, quoi. Ah ben, moi, du coup, contrairement à vous, je me suis vraiment trop fait chier sur ce numéro. C'était vraiment. What? Non, j'étais content. Ah, en vrai, c'est un numéro complètement fou parce que je trouve que t'enlèves toutes les bulles du texte, hein. En fait, tu kiffes limite encore plus parce que juste tu te laisses porter par le dessin et par l'action. C'est rythmé entre les moments où Léo il est acculé, poursuivi et tu sens que lui il est pas serein et c'est contrebalancé en même temps par le sapin qui est installé et la bouffe qui est en train d'être préparée. Mais juste tu passes ces cases, de nouveau, pam, tu tombes sur Léo qui en prend plein la tronche. Et je trouve que ouais, le rythme, la mise en page, le découpage, c'est juste, voilà, comme disait Roméo, c'est super fluide. Et tu passes vraiment enfin, c'est un autre niveau. Là, c'est un climax sur la série. C'est à partir de là, ouais, la série prend encore un gap au-dessus Hmm. et tu as vraiment ouais, toute l'intensité. Enfin, moi, j'adore, comme tu disais après, la splash page d'après est complètement folle, mais celle, moi, sur ce numéro qui m'a marqué, c'est celle où on voit Léo tomber dans l'espèce de chantier. Mhm. C'est une petite page, et juste quand il se relève, où il se dit, bon, ben, je vais souffler, et en fait, pas En du fait, non. tout, parce que tu as toutes les ombres qui sortent de la neige jusqu'à ben, cette fameuse ombre du Shredder qui apparaît, Mhm. et tu vois tout le désespoir et limite la panique hein, dans les yeux de Léo. Et là, vraiment, ouais, c'est une mini-série qui est marquante quoi, pour les tortues. En Mhm. plus, tu le disais tout à l'heure, hein, Shredder devait rester mort, et dans les notes, ils en parlent. Ils voulaient pas le faire revenir comme dans tous les comics classiques où les personnages n'en restent jamais morts, Mhm. mais ils ont eu l'idée d'eux qui les a suffisamment convaincus pour le faire. Et de la manière dont c'est amené, ouais, ben en fait, tu te dis oui, ça paraît logique, parce que c'est bien amené, quoi. Ouais, ouais. Je suis en train de me remater quelques pages là, et la page qui est entièrement silencieuse du coup, où t'as le combat, et en dessous t'as Raph qui est en train de tailler tailler le sapin comme un fou furieux, mais en mode beaucoup plus léger, alors qu'au-dessus t'as un vrai combat. Ce qui est incroyable, c'est le nombre de soldats du Foot Clan et le nombre d'armes différentes qu'ils ont et de styles de combat. Je trouve ça assez fou dans le numéro. Ça donne vraiment une ampleur au Foot Clan en fait, qu'on n'avait pas forcément avant. Vas-y, Romain, je t'ai coupé. Oui, donc là, à la base, donc il devait pas faire revenir le Shredder. Là, il y avait une raison pour ça, c'est qu'il fallait leur trouver une raison de quitter New York. Hmm. Parce qu'ils voulaient, Eastman et Lenner voulaient déplacer l'intrigue, que pour eux, à la base,
ne se trouvait aucune légitimité à écrire sur New York, qui a pourtant une place très importante puisqu'il n'y avait pas vécu. Et pour ça, ils se sont dit, on va bouger l'intrigue, mais il faut leur donner une raison de quitter la ville de New York. Et pour cela, il faut qu'il y ait un gros ennemi. Et plutôt que d'inventer un personnage là et l'intégrer correctement pour qu'il devienne crédible, là l'ennemi absent depuis plus de 2 ans, oui c'est ça, plus de 2 ans, oui plus de 2 ans, 2 ans et demi, qui revient, et on a la menace, on a quelque chose de crédible. Et donc pour ça ils l'ont fait revenir. Il y a pas besoin de mots, hein. Il y a aucun mot. On n'a pas il y a une menace qui plane, une nouvelle menace qui plane dans la ville, mais qu'est-ce que c'est? Non, il arrive à la fin, il tabasse Leonardo, il le tabasse même pas, parce que ça c'est une page, parce que Léo aperçoit Shredder, il y va et tout de suite il est brisé. Là pareil, le découpage de cette planche est assez fou, et on a juste ces mots He's back, The Shredder, avec la panique de tout le monde. Donc voilà, on a le début de cette triptyque. Les tortues sont fortes, les tortues étaient puissantes jusque là, et on a une première étape où elles sont battues. Voilà, elles sont réellement battues. Jusque là, dans le premier numéro, au début, ça a été un peu laborieux, mais sinon les tortues n'avaient jamais été battues. Et on enchaîne du coup directement sur le numéro 10 de l'ongoing qui reprend dans la foulée, hein, c'est la suite du dialogue quasiment. Et là, c'est full attaque sur le magasin d'April dans lequel s'étaient réfugiés les tortues depuis déjà le tome 1. Alors, directement. Oui, directement. On est en avril 87. Dans l'intrigue. Nous, on a de la chance de pouvoir les enchaîner. Les gens à l'époque ont dû attendre 4 mois. Ouais. C'est dû être très long. Donc, ils sont dans l'appartement d'April, qui se trouve au-dessus du magasin de seconde main. Et donc là, on a vraiment le magasin, l'appartement d'April qui se fait envahir par les foot. Et pareil, on a le classique, la page d'introduction qui nous rappelle tout. Voilà, le Shredder est de retour. Mm-hmm. C'est presque une cover des années 60-70, cette page d'intro. Et derrière, la double splash page où là, on est l'espace est géré encore très bien, pour changer de superlatif, hein, avec les Foot Clan qui passent à travers les vitres, et chaque Foot Clan passe à travers les vitres, à travers une case, est détaillé à travers d'une case, et l'ensemble en dessous où on voit les 4 foot qui fondent sur les tortues qui sont autour de Leonardo. Ça, on a les 2 plans en fait face à face, et au milieu 3 petites cases qui viennent faire le détail de la réaction de chaque tortue. C'est ça, c'est la composition. En fait, il n'y a rien à redire sur cette planche. C'est pas cette double. Oui, je sais. Je me doute bien. Vous savez laquelle mais c'est vrai que celle-ci est assez folle aussi. Ouais. Donc après, on a gros combat. Full combat quoi. Là pareil, hein, l'action qui est super fluide, on est dans un espace ultra réduit, on est dans un salon, mais c'est très lisible. Il y a des pleines pages, il y a des cases détaillées avec les blancs comme l'ont fait Eastman et Laird depuis le début de la série, pour bien faire ressortir l'action. On a des armes et des flèches qui passent de case en case pour une grande fluidité. Et donc Leonardo blessé, il cherche à s'enfuir. Ouais, c'est chaotique. Et au bout d'un moment, donc il se retrouve dans le magasin. Après de nombreuses pages d'action, de bagarre, on en prend plein les yeux. Dans le magasin de seconde main qui est au rez-de-chaussée. C'est ça, ouais. Sauf et que là... En fait, même juste avant de continuer, s'ils arrivent dans le magasin, c'est qu'en fait le foot avait tout prévu pour les guider vers là. Et ouais, tout le cheminement qui est là,
Moi, sur ce numéro, en plus de la page, je fais traîner un petit peu avant d'arriver à cette page, parce que je sais que Manu veut en parler beaucoup. Euh, toute la partie où en fait ils éteignent les lumières dans l'appartement et là où ils descendent les escaliers, là où ils feintent le foot, en fait, je trouve ça extraordinaire. C'est super bien foutu, la mise en page Mm. et toute la fluidité qu'il y a pour en arriver justement au magasin de seconde main. Je trouve que Quand tu ça... les vois en haut de l'escalier avec le foot dans l'ombre en dessous. Ouais, exactement, voilà. Et je trouve que toute la manière dont c'est amené pour arriver à l'endroit prévu par le foot, c'est juste extraordinaire. Et du coup, on arrive sur, je pense, cette page que tu vas nous parler avec grand plaisir. Mais oui, mais une page incroyable. Déjà, ce qui est assez intéressant, c'est dans le format, elle crée un format ciné en rajoutant des bandes noires en haut en bas. Et il nous donne du coup une largeur de l'action assez importante. Et on se retrouve voilà, au milieu de ce magasin avec des membres du Foot Clan partout. Un sol en échiquier, enfin en damier, ce qui donne vraiment cette impression d'affrontement entre deux factions, les rois de chaque côté et les pions qui vont se taper dessus. Et puis, cette page, elle est blindée, quoi. C'est vraiment un magasin. J'ai l'impression d'être à plein rêve et et de voir des ninjas envahir à plein rêve. Alors à plein rêve, on m'a posé la question. C'est mon comic shop à Nantes. Ouais, pour moi, c'est une page qui fait partie de l'histoire des comics, quoi. Elle est assez, elle est ouf dans sa composition, dans sa densité. En plus, il y a la nervosité des tortues d'un côté, le calme du Foot Clan et de Shredder qui est adossé au comptoir de l'autre côté. Pour poser un antagoniste, ça se pose là, quoi. Tu parles de cinéma, mais c'est exactement ça. C'est un plan de cinéma où, Mm. quand on a les deux clans ou deux ennemis qui se sont face à face, et ben on a ce travelling pour balayer toute la situation. Donc c'est exactement ça, avec les deux bandes noires en haut et en bas pour vraiment centrer l'action, pour nous Putain, guider l'œil. vous imaginez un Tortue Ninja par Quentin Tarantino au cinéma? Ça donnerait ça. Et j'allais dire, cette case, enfin, ce plan avec tu sais, une petite musique de western à la Sergio Leone, Ouais, là. Un petit exactement. peu Ouais. pareil. Royal. J'avais la musique de Kill Bill en tête, justement, c'est pour ça. Et c'est qu'au-delà de de cette double page, donc on a cette magnifique double page, et on a la page de Ouais. derrière. Et la page de derrière, ouais, bah, c'est une commission, quoi. C'est ça. On a le Shredder, juste le Shredder. Qui se met en Voilà, position d'attaque. en position d'attaque et voilà, là c'est imposant. On a la menace, on a la crainte, on a la peur. Pour moi, j'avais déjà dit dans mon précédent podcast que le Shredder n'était pas forcément tout le temps crédible. Là, c'est le Shredder, c'est l'ultimate. C'est le boss de fin, c'est tout ce que tu veux. C'est le perfect cell des Ouais, c'est Tortues ça, ouais. Ninja, tu sais. Bon, après, on a du coup l'arrivée de Kazé et la fin du numéro où ça se tape. Bien sûr, les tortues ne peuvent absolument pas gagner. Mais moi, je trouve l'arrivée de Kazé, mais pareil, on en revient à ce qu'on disait, c'est cinématographique le truc. Genre, il arrive, la petite capuche sur le visage, Ouais, juste ouais, les la deux battes qui scénographie. apparaissent. Ouais, ouais. Enfin, c'est vraiment, tu vois, le petit twist où tu le vois arriver et tu te dis, putain, ça y est, c'est bon, elles sont sauvées. Il y a le mec qui va tout changer, tu vois, vraiment le petit gars qui vient te sauver parce que C'est c'est inattendu et tout. le mercenaire qui est là. Vous avez un problème. Je suis masqué. On me découvre petit à petit, quoi. Mais ouais, c'est ça. C'est Et en fait, c'est un western. mais trop. Et puis tu te dis, ça y est, c'est bon, ça va repartir. En fait, pas du tout, ça repart pas du tout dans le sens des tortues, quoi. Tu y Non, crois non, c'est. 3 pages et puis voilà. Par contre, il faut vraiment qu'on parle de quelque chose. C'est quoi ce t-shirt? Kazé, C'est il fait Kazé. quoi? Pourquoi il fait. Enfin, On dit c'est un pas crop C'est top. possible. c'est le New York des années 80. C'est un C'est un crop autre top. style. Est-ce que Blanquer valide ou pas? Non, je suis pas sûr. Il rentre pas au Louvre comme ça. Mais ouais, c'est ces deux pages. On a donc la double page avec Shredder. Et là, cette double page avec les focus sur les battes, sur Kazé qui fait tourner ses battes, le masque à moitié dans l'ombre et juste la capuche.
et le Gongala derrière, qui est une commission, hein, pareil. Mhm. Ouais, on est dans le cinéma en se disant, c'est bon, il va se passer quelque chose. Les méchants vont reprendre, les gentils vont reprendre le dessus grâce à ça. Euh, et, euh, et non. Et là, à la dernière relecture, je sais pas si c'est que c'est un de mes derniers visionnages qui m'a fait, ça m'a fait très penser à du Scott Pilgrim, quoi, quand il te présente les ex. Ah ben oui, Ouais, de je vois ce trop. que tu veux dire. Ouais. C'est parce que c'est très cinématographique. Voilà. En fait, si vous voyez pas nos références sur le western, sur les vieux westerns, sur le côté très cinématographique de Scott Pilgrim, hein, qui utilise vraiment ces codes-là, c'est exactement ces pages-là. C'est des cases qui font Scott Pilgrim à plus de 30 ans avant. Est-ce qu'on passe au numéro d'après? Donc les tortues sont battues, les tortues doivent fuir. Et donc les tortues. Et le magasin prend feu. Le magasin prend feu aussi parce que tant qu'à faire, on ne laisse rien derrière. Et au final, les tortues ont de la chance, c'est l'arrivée de la police qui les sauve au final. C'est ça. Et Shredder veut vraiment marquer son retour et marquer la défaite vraiment au plus profond des tortues. C'est pour ça qu'il met le feu en fait sur le bâtiment. Parce que de mémoire, c'est lui qui demande au foot de tout brûler et de tout détruire. Et il veut vraiment appuyer sur le fait que les tortues ont perdu, quoi. Vraiment les détruire plus que physiquement, en fait. C'est ça. C'est pas que physiquement, on a là aussi psychologiquement. Il y a une défaite, on n'a rien laissé derrière. Le second time around, il est en feu. Et voilà, les tortues ne peuvent plus rester à New York. Et donc les tortues partent à Northampton. Mais il y a vraiment ce sentiment de réponse à beaucoup de comics où on peut se poser régulièrement la question de pourquoi les méchants attaquent pas clairement les gentils alors qu'ils ont des opportunités régulièrement. Ça arrive régulièrement qu'ils sachent où ils habitent ou des choses comme ça. Et cette réponse de là on a un vilain implacable qui arrive et qui détruit tout, et puis en fait il faut partir si tu veux survivre, et ta vie comme elle existait, elle est plus là, quoi. Ça répond aussi forcément à ce qu'a pu faire Miller avec Daredevil sur Born Again ou des choses comme ça. En brisant l'homme. C'est ça, ouais. Il y a vraiment un sentiment de tiens, pour une fois, ce qui se passe dans ce comics, ça va vraiment avoir des conséquences sur la suite. Ce que tu savais, c'est plus là, quoi. Et ça a vraiment des conséquences pour la suite, en l'occurrence. Parce que tu brises pas seulement les tortues, tu brises April. On a une intégration d'April dans la famille. April fait partie intégrante du groupe, donc parce que les tortues vivent chez elle. Et donc là, Shredder ne s'en est pas pris seulement aux tortues en fracassant Léo à travers une fenêtre. Finalement, il s'en est aussi pris à April, et donc voilà, il faut briser la famille de l'intérieur, quel que soit le membre. Et c'est quasiment l'intrigue principale du numéro que de vouloir sauver April et de la faire sortir de là, alors que, au mépris de leur vie, quasiment, puisqu'ils se mettent plutôt pas mal en danger pour la faire sortir, quoi. C'est ça. Alors là, on va faire un petit disclaimer, parce qu'on arrive sur les 20 dernières pages d'un numéro qui tient particulièrement à cœur Roméo. Donc, c'est pas un numéro, moi, c'est asseyez-vous. la triptyque, hein, c'est la triptyque complète. Ouais, c'est forcément une triptyque de toute façon. Ouais. Et de toute façon, après, on parlera de l'importance de cette triptyque-là dans la mythologie. Donc là, maintenant, on passe au numéro 11. Donc les tortues sont à Northampton. On a April qui fait des cauchemars. Les tortues qui sont brisées, ils ont perdu, quoi. J'aime beaucoup d'ailleurs cette ouverture avec April qui fait des cauchemars, où on a sa vision de Shredder et du Foot Clan, qui n'est pas du tout une vision réaliste, mais qui du coup colle bien à ce sentiment de peur et d'immédiateté, qui fait qu'on n'a pas forcément, un personnage dans cette situation n'a pas forcément une perception totale une perception totale de ce qui lui arrive. Et nous, en tant que lecteurs, on a l'impression de se retrouver là devant une caricature du Foot Clan et de Shredder, mais c'est juste la personnification de ce choc, en fait, de son point de vue. Ouais, sur le design, ça fait un peu Batman Wolof avant l'heure.
Le Ah Après, Joker oui, je qui a... trouve que sur les monstres du clan, en effet, ouais. Donc là, on est à Northampton. Pourquoi Northampton? C'est que donc aussi Eastman et Laird ont monté Mirage, enfin sont allés à Northampton pour monter leur studio une fois qu'ils ont décidé de se réunir et de réellement travailler ensemble. Donc ils avaient besoin de créer un lien avec quelque chose qu'ils connaissent et sur lequel les lecteurs pouvaient aussi se relier. Donc on a une narration assez importante d'April à travers un journal intime qui décrit ce que font les tortues. En fait, cette façon qu'elle a d'écrire et de nous narrer un petit peu cet épisode, c'est un peu sa psychanalyse en fait. Parce que dès le début, elle fait ses cauchemars, elle a ses représentations horrifiques, clairement, de ce qu'est le foot et de ce qu'est Shredder. Et le seul moyen qu'elle a, parce qu'elle enchaîne la défaite psychologique, physique, elle perd tous ses repères parce qu'elle perd son appartement, elle perd le magasin de ses parents, donc c'est une perte émotionnelle aussi. Elle arrive dans cette maison qui est en ruine en fait, et c'est vraiment, elle est au bout du rouleau quoi. Et du coup, elle se sert de ce journal comme exutoire, et nous, on ressent à travers cette lecture comment elle vit ce moment-là. Et c'est pour ça que tout à l'heure on disait justement que ça pouvait être une mini-série April, parce que vraiment on suit ce post défaite en fait via le prisme de April. Mm. Bah, l'utilisation du journal intime, elle a une double utilisation assez intéressante. Déjà, le fait que ça se passe sur plusieurs mois, ce qui est beaucoup plus simple à symboliser à travers un journal intime que à travers l'action, puisque là, en fait, au cours d'un seul single issue, on parcourt, je sais pas, 5 mois, je crois, puisque ça doit aller de Noël jusqu'à fin mai, quelque chose comme ça. Donc on a passé tout l'hiver et presque le printemps à Northampton à travers un numéro. Donc il y a cette utilité temporelle, et en effet, en fait, il y a le fait que pendant deux bons tiers du numéro, on voit April qui s'inquiète de l'état des différents membres de la famille et de leur reconstruction assez lente de ce qu'ils étaient. Et au final, ça se conclut sur sa propre reconstruction à travers le retour de la famille des tortues et de Splinter qui va l'aider à se reconstruire elle-même. Donc c'est vraiment comme le disait Roméo tout à l'heure, c'est vraiment une implication d'April au sein de la famille. Et là, on la met en élément central des deux points de vue au cours de enfin pas cette aventure, mais de cette remontée progressive des différentes tortues. C'est la psychanalyse d'April, c'est la micro-série d'April, mais c'est aussi le single le plus personnel de Eastman et Laird. Jusque-là, ils ont fait un maximum d'hommages. On a surtout vu on voyait beaucoup de références à des choses qu'ils aimaient. Là, ils ont mis une partie d'eux. Leur relation n'était plus aussi bonne, leur relation artistique. Ils n'arrivaient plus ils avaient plus le temps de travailler ensemble. Ils pensaient que voilà, clôturer, arriver à écrire ce numéro-là, ça allait pouvoir relancer la machine et leur remettre de l'essence pour qu'ils collaborent à nouveau sur des comics pendant longtemps après. Ça n'a pas été le cas. C'était surtout Peter qui espérait ça. Mais non, là c'est vraiment la fin de ce qu'on peut appeler le Eastman et Laird Golden Age. Et on a cette mélancolie tout au long du numéro où les deux, en fait, t'as l'impression qu'il y a des non-dits de leur côté. Ils arrivent moins à communiquer ensemble, mais ils communiquent à travers donc ce comics, puisqu'ils travaillent toujours à quatre mains, à écrire, à crayonner, ancrer, et bon, derrière c'est plus eux qui lettrent, mais voilà, ils dialoguent à travers ces planches, à travers leur histoire. Voilà, donc on est sur l'aboutissement après 2 numéros intenses en termes d'action, en termes de bagarre. Et ben là
on a tout qui relâche, toute la pression qui est relâchée avec cette introspection, avec ce Leonardo et son arc qui a la classe quand il chasse. Ouais, Euh, ils ont tous leur petit arc au sein de ce numéro, enfin leur le arc narratif. c'est ça. Et voilà, donc on est sur un numéro ultra important pour eux, pour les Tortues, pour Eastman et Laird, pour la licence. Et voilà, et c'est pas pour rien que c'est des éléments qui seront repris énormément par la suite, et notamment donc sur la version la plus connue sur laquelle on est revenu, sur le film de 1990, l'arc qu'on vient de décrire. Sauf que dans le film c'est pas Leonardo, c'est Raphaël qui se fait tabasser. Et c'est la maison de famille d'April et pas de Kazé aussi. Hein. Voilà, on a quelques changements, mais enfin, c'est cette histoire-là. Les tortues sont tout en haut, puis elles se font battre, et on a cette reconstruction qui peut démarrer. Donc on avait le film, évidemment, on a eu la même dans le dessin animé de 2003, on l'a eu chez IDW avec l'arc, je crois que c'est le premier arc de Sophie Campbell. On l'a eu chez Nickelodeon, qui a duré une demi-saison, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, les Krang récupèrent la ville, donc les tortues sont obligées de fuir à New York, et pendant une demi-saison, on a cette reconstruction avec un épisode magistral qui est le Vision Quest, Et où on a on exactement reviendra cet sur cette esprit-là. série. Donc, Je t'avoue que j'ai eu une vraie vibe sur ce qu'a fait Sophie Campbell sur Northampton et ses micro-séries la partie Léo là, la dans ce numéro. micro-série Leonardo de Sophie Campbell, c'est exactement ça. Enfin, Ouais. c'est une bagarre acharnée où on se dit c'est juste de l'action, mais en fait non. C'est plus que de l'action. Donc voilà, on est sur vraiment un élément important, et s'il a été repris de nombreuses fois, c'est pas pour rien. Euh, c'est qu'on a cette construction des héros par la chute, par la défaite. Ouais, par la Donc déconstruction, en fait. c'est ça. Et derrière, avec une auto-analyse derrière. Donc voilà, c'est du classique. Hein. Ils ont rien Mm. inventé. Kevin Eastman et Peter Laird n'ont absolument rien inventé euh, en écrivant cela, mais c'est juste parfaitement réalisé de A à Z. Et cette micro-série Leonardo, le TMNT 10, TMNT 11 sont pour moi ce qui s'est fait de mieux chez les Tortues Ninja, tout simplement. Mm. Et même pas que chez les Tortues Ninja, on n'est pas loin de mon arc comics préféré. Et ce qui est marrant, c'est que dans la réaction d'un certain personnage que je ne nommerai pas, mais on pourrait presque le dire surtout de toute façon à travers ce numéro, mais surtout celui-là, ça résonne beaucoup dans The Last Ronin, je trouve. Ce PTSD après la défaite sur le personnage qui est The Last Ronin. Donc je ne spoil pas si vous n'avez pas lu ou pas écouté l'épisode en question. Mais le passage sur son traitement de son PTSD qui prend quoi, deux pages je crois. Je trouve que ça résonne pas mal avec, et en plus ça a été écrit globalement, enfin pitché globalement en même temps, puisque là on est en avril, non on est en 87, on doit être mi ou fin 87 pour ce numéro, On est en et, juin, ouais. et que il me semble que le plot de The Last Ronin date de 87. C'est C'est ça. exactement ça. Ouais, donc il y a vraiment, ça résonne pas mal 30 ans plus tard à travers cette nouvelle mini-série, je trouve. Bah écoutez, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Pas particulièrement, mais sur la globalité du tome, je trouve que si au début on commence un peu guilleré avec la micro Mikey, Mhm. mis à part le petit numéro avec Cerebus et Renette, c'est quand Mhm. même un tome qui est vachement, vachement riche, autant Ouais, c'est beau. sur les références qu'avec cet arc qui donne vraiment un nouveau tournant à la série, quoi, qui marque fort. Enfin, je pense que en tant que lecteur, quand tu as lu de Léo jusqu'à la fin de Northampton, ouais,
t'as vraiment une richesse de l'univers qui est d'autant plus appuyée là, je trouve. Bah pour moi, ce tome 2 est aussi important que le tome 1 dans ce qu'il traite au final. C'est une continuation de l'histoire, c'est plus les origines. Mais dans ce qu'il développe, il développe des nouvelles choses et il le fait de façon différente. C'est vraiment, il a vraiment un poids égal au tome 1 de la série classique. Alors, j'ai pas lu depuis très longtemps les tomes 3 et 4, enfin pour la suite des tomes des Ultimate Collection, mais je sais pas s'ils résonnent autant, tu vois. S'ils sont autant restés dans le temps. Ouais, je pourrais pas te dire. Roméo, quelque chose à ajouter? Pour ceux qui l'ont pas, bon, je suppose que c'est majoritairement des gens qui l'ont lu, qui nous écoutent. Voilà, bon, j'espère que, enfin, j'aimerais bien votre avis aussi hein, sur ce numéro-là. Le classique 1, bon, a eu une très bonne réception des gens. Pour beaucoup qui ont découvert les Tortues Ninja, les originels avec. Et bah voilà, là on est sur bon la fin d'une ère, la fin de l'ère, la première Golden Era, Eastman et Laird, mais c'est juste sublime. C'est voilà, moi c'est difficile parce que j'en parle très souvent. Je vous remettrai un lien sur un dossier que j'écris sur Northampton. Voilà. On vous mettra aussi probablement quelques pages sur Twitter qui seront sorties de ce triptyque d'épisodes. Parce qu'il y a vraiment des belles pages dans tous les numéros. Là, je viens de retomber sur une page de ce dernier numéro avec la fin du cauchemar de April, et on a l'impression qu'il y a plusieurs versions d'April cauchemardesques qui rentrent en elles-mêmes avant qu'elle se réveille. C'est assez incroyable comme composition. Moi, j'ai la chance d'avoir une couleur originale d'une de ces pages-là, quand ils avaient été mises en couleur pour les first comics, je crois. Mm-hmm. J'en avais parlé dans un précédent. J'ai la chance d'avoir une couleur originale, mais et puis c'est sublime quoi. Enfin, le travail fait. C'est vraiment un point fondateur des Tortues Ninja qu'on mentionne rarement. On parle plus souvent du premier, vraiment des débuts avec les Mousers par la suite. Mais Northampton, tout le monde connaît Northampton par le film, donc voilà. Et puis, les gens qui le connaissent pas, il faut le garder en mémoire parce que c'est une itération qui revient, peu importe le média ou la version des tortues que tu lis, que tu regardes. C'est un élément, c'est une encre en fait dans l'univers des tortues. Puis là, je pense qu'il y en a ceux qui vont le lire, qui ont découvert sûrement IDW, qui connaissent d'autres versions, vont le lire et vont se dire « Ah mais je connais ça ! Ah mais je connais ça ! Ah mais Sophie Campbell l'a repris ça !» Et voir que aussi l'importance qu'a eu IDW à respecter le travail originel, à respecter l'œuvre en tant que telle et à s'appuyer sur ce qui a été fait il y a 30 ans par Eastman et Laird. Et lisez également toutes les annotations comme pour le premier tome. Plein de choses, ouais. C'est vraiment intéressant et derrière j'ai vu que Eastman il parlait de son autobiographie aussi où il y a des éléments importants, mais la richesse du background et de comment ça a été créé est assez impressionnante et là on a vraiment la chance d'avoir ces éléments là donc qui viennent de l'édition US à la base de Ultimate Collection sur lequel s'appuient les iComics pour ses classiques. C'est vraiment une super belle édition avec un contenu riche, donc voilà, faut en profiter de ce genre d'édition. Et en plus, vous avez le titre en rouge. Oui. Faudrait vraiment que je fasse une photo de mes étagères un jour pour montrer aux gens pourquoi je milite pour une colo un peu plus cohérente, mais j'ai quelques problèmes comme ça. Entre ça et mon tome 2 de BPRD qui n'est pas la même tranche que le reste de toute la collection BPRD, ça me fout mal. Mais tout le monde a le tome 4 des Tortues avec le dos qui ne correspond pas au reste de la série, donc les gens vont te comprendre. Le tome 4 ? Ouais, le tome 4, je crois, de la version... Ouais, de la version iComics, c'est une iComics. impression, il est pas tout noir, je crois, ouais.
Ah oui, d'accord, ok. Bah moi j'ai pas ces tomes-là, donc c'est un peu plus difficile. Mais par contre, avant iComics, chez Milady, j'ai tous les Lock and Key, et il y a un tome qui est en blanc alors que tous les autres sont foncés. C'est pareil, ça fait une sorte de, enfin ça fait un contraste assez étrange dans la bibliothèque. Bah écoutez messieurs, je pense qu'on va se laisser là-dessus. En résumé, encore une fois, c'est un gros bon numéro, un gros bon tome des Tortues Ninja. Moi je le conseille à tout le monde, mettez-le dans vos listes de Noël. Mais en parlant de Noël, on devrait revenir soit la semaine juste avant, soit la semaine de Noël avec un épisode spécial sur les épisodes de Noël justement, et peut-être une liste de cadeaux intégrée à tout ça si jamais on a le temps d'en créer une. En attendant, portez-vous bien, écoutez les autres podcasts du Coin Pop. Parce que j'ai une fâcheuse tendance à ne pas faire mon auto-promo, donc j'invite tous les gens qui écoutent Tales from the Sewer, mais pas forcément les autres podcasts, à y jeter une oreille si jamais ça vous intéresse. Écoutez Fab sur ses autres podcasts et sur son site avec les différentes reviews. J'ai vu, je l'ai pas encore lu aujourd'hui, mais que vous aviez sorti, alors c'est pas toi, mais une review de Wonder Woman Dead Earth, et je t'avoue que j'ai failli mettre la main sur ce numéro hier et il me fait grande envie. On va faire un podcast centré là-dessus, donc Ah ouais, si jamais tu veux un peu attendre, on le fait dans la semaine. Là. tu le fais sur ton site du coup? Ouais. Ok, et ben j'écouterai ça. Donc Chronique Comics, pour ceux qui ne suivent pas, suivez-nous sur Twitter, vous aurez globalement tous les liens où nous entendre de toute façon. Et puis bonne semaine et puis à bientôt. Salut. 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 Oh no! He's turning into that opera guy again! Oh, little city of New York, whose buildings reach to the sky. It's Christmas Eve, who'd believe you've got one more gift to buy? From Rockefeller Center, there comes a glowing light. Bravo, opera dude! The tallest tree you'll ever see is shining there tonight. Oh, little city of New York, as snowflakes begin to fall, hear carols play and Santa say, Merry Christmas, one and all. From Wall Street up to Harlem, the east side to the west. Merry Christmas, everyone. In New York, it's the best. Merry Christmas, everyone. In New York, it's the best. Hey, guys! There's only 1 hour of shopping left! But, I've got 2 more tunes! But we don't have a gift for Splinter! I could always sing for him! Not! I'm gonna get him a skateboard, man! No, a yo-yo! Yo, taxi!